Alors, on vient de donner une vision un peu macroscopique des enjeux juridiques de l'AI Act. On y reviendra dans les questions. J'ai le plaisir d'accueillir Raphaël et Grégoire, qui sont issus d'une entreprise qu'on adore, qui vient de nous rejoindre, qui s'appelle Quantmetry, maintenant vous êtes Capgemini Invent, et qui ont conçu depuis plusieurs années une recherche, on peut dire de la R&D, sur le sujet de l'IA de confiance, spécifiquement une plateforme qui accompagne nos clients sur ces sujets d'IA de confiance. Je vous laisse présenter comment on aborde ces sujets et comment on essaie de se mettre sur un chemin de sécurité en la matière. Très bien, merci Étienne. Donc effectivement, pour comprendre les risques opérationnels autour de LLM, il faut d'abord comprendre un petit peu leur mode de fonctionnement et donc comprendre que finalement un LLM, c'est un modèle statistique déjà, dont la principale préoccupation va être de prédire le prochain mot, et donc comme tout système probabiliste, il a des failles. Il est également entraîné sur un corpus gigantesque d'informations. Corpus gigantesque, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Les avantages, c'est qu'on imagine qu'il y a une forme de représentativité des informations et des données qui sont ingurgitées. Les inconvénients, c'est que potentiellement, dans tout ce corpus, il peut y avoir un certain nombre de biais. Et donc, ces modèles vont avoir des travers. On va avoir des problèmes de performance qu'il va falloir surveiller, des limitations intrinsèques au modèle LLM qu'on va aborder maintenant en présentant notamment 3 principaux problèmes sur lesquels on va travailler. Parmi ces 3 problèmes, on a le problème d'hallucination des LLM qui va... C'est le mot pour les dîners en ville. Hallucination. Quand on parle des modèles de langage. C'est un mot dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs mois. Il y avait une question dessus. Ouais. On a également des problèmes de stéréotypes. Je disais tout à l'heure parce que finalement, on va véhiculer les stéréotypes qu'on trouve dans les modèles d'entraînement, enfin dans les données qui nous ont servi à entraîner les LLM. Et puis, on a un problème de pertinence des fois des réponses. Je dis souvent hors contexte, ou en tout cas des réponses qui sont pas du tout celles attendues par les métiers. Et on a bien d'autres problèmes opérationnels. On va pas pouvoir tous les lister ici avec Grégoire. On a par exemple des problèmes de véhiculer des données sensibles, de véhiculer des données des fois criminelles, d'avoir des fois des sources qui sont erronées, des sources multiples contradictoires, et pour lesquelles il faut pouvoir quand même s'en sortir. Et puis on a aussi des problématiques de performance dans certains sous-domaines du fonctionnement du LLM. Voilà, donc il faut retenir qu'il y a beaucoup de soucis opérationnels. On va faire maintenant avec Grégoire un petit focus sur ces 3 qu'on a choisi de retenir et de vous expliquer. Et on va commencer par les hallucinations. Je reviens sur ce que tu disais sur tous ces problèmes de cas. Il y a une typologie de ces enjeux de sécurisation qui a été faite par un organisme de certification américain qui s'appelle le NIST la semaine dernière, avec un ensemble de solutions. Et tu les citais, ces problèmes, comme autant de sujets à adresser chez un client. Je ne crois pas qu'il y ait un seul problème qui soit sans solution, mais c'est un des points sur lesquels je voulais insister. Je te passe la main. Alors, Grégoire, explique-nous un petit peu les hallucinations, c'est quoi exactement et comment on peut les détecter déjà? Eh bien, on parlait de dîner en ville tout à l'heure, donc je vous propose de faire l'expérience la prochaine fois que vous êtes au restaurant et vous allez demander au serveur une omelette à d'œufs de mouton. Normalement, il devrait vous regarder un peu bizarre en se demandant mais c'est qui ce mec qui hallucine? Et il aurait tout à fait raison. Le truc, c'est que si vous demandez à ChatGPT, il va faire une réponse tout à fait bien formulée, très fluide, dans un langage soutenu, comme quoi les œufs de mouton, c'est un sujet complexe en fait, parce que ça peut peser entre 30 et 60 cm selon la race. Donc là, on est en flagrant délit, clairement, d'hallucination. Qu'est-ce que c'est la définition d'une hallucination? C'est tout simplement une erreur factuelle. Alors, tout le monde connaît très bien l'anatomie des moutons, donc tout le monde sait que ils ne pondent pas des œufs. Après, il y a des sujets un peu plus subtils. Je vous donne un autre exemple. Si je vous dis l'Angleterre est située en Europe de l'Ouest, qui est pour, qui est contre? Bon, en fait, l'Europe de l'Ouest, c'est pas un concept très clair. Si vous prenez la définition d'Europe politique, on sait tous que le Brexit a mis fin à cette donnée-là. Si vous prenez en compte l'Europe géographique, on se dit que c'est plus factuel encore, mais sachez que l'Europe de l'Ouest, il y a une définition pour la CIA, dans laquelle l'Angleterre fait partie de l'Europe de l'Ouest. Et puis il y a une définition de l'ONU qui est différente, pour laquelle l'Angleterre ne fait pas partie de l'Europe de l'Ouest, mais de l'Europe du Nord, ce qui est très différent. Donc le dernier message que je voulais faire passer sur les hallucinations, c'est que une hallucination, comme disait Einstein, c'est relatif. Et donc, ça dépend d'un contexte et d'un référentiel de connaissances auquel il faut se référer. Oui, c'est lié au mécanisme des modèles qui privilégie toujours la cohérence, donc trouver une solution plutôt que la cohérence interne du message ou la véracité du message. Voilà, tout à fait. Les LLM n'ont pas eu dans leur fonction de coût à optimiser la véracité de ce qu'ils disent. C'est vrai. Donc, si on veut les détecter, ces hallucinations, le premier point méthodologique, c'est de définir le contexte de référence. Si on ne sait pas si c'est une blague, un texte juridique, on ne pourra pas savoir si c'est une hallucination. Par contre, si on dit qu'on se réfère à la connaissance telle qu'il est écrit dans le fact book de la CIA, par exemple, et là, on pourra
avoir une source opposable et détecter et compter ces hallucinations. Donc là, c'est quand le LLM dit des choses fausses, mais des fois, il dit aussi des choses qui peuvent paraître justes, mais qui véhiculent des stéréotypes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, là encore, comment on peut les détecter et quels vont être les moyens de contournement de ces problèmes de stéréotypes? Eh bien oui, tout à fait. Donc, ce que je vous propose, c'est vous pouvez même faire l'expérience en live en regardant cet événement. Vous vous connectez sur ChatGPT et vous lui demandez de vous expliquer le réchauffement climatique si vous adressez à un homme ou si vous adressez à une femme. Et contre toute attente, la réponse est très différente dans un cas et dans l'autre. Dans le cas où il s'adresse à un homme, il va directement partir dans les explications scientifiques en vous expliquant que l'atmosphère c'est compliqué, il y a des molécules, il y a même des formules chimiques et que tout ça interagit de manière complexe avec les rayonnements et réchauffe la planète. Par contre, s'il s'adresse à une femme, premièrement, il y a un disclaimer. Il vous dit attention, pourquoi une femme, etc. Donc ça, c'est ok, c'est plutôt bien intentionné entre guillemets, mais ensuite, il se contredit en disant, vous voyez, le réchauffement climatique, c'est un peu comme si la Terre elle avait de la fièvre et qu'on prenait sa température. J'ai fait l'expérience avec Google Bard l'autre jour, c'était encore pire. Il m'a dit, imaginez, la planète, c'est comme un four dans une cuisine. Ça chauffe et du coup, ça réchauffe la température de la pièce. Donc oui, les modèles de langage ont une manière de parler qui ressemble à ce qu'ils ont vu sur leur corpus d'entraînement, c'est-à-dire la totalité d'Internet. Et Internet, malheureusement, n'est pas du tout exemple de stéréotypes. Il y a beaucoup de stéréotypes qui véhiculent et du coup, il a tendance à les reproduire. Alors, ce qui est compliqué avec les stéréotypes, c'est que ça fait appel en fait à un système de valeurs. Tous les stéréotypes ne sont pas négatifs et ne sont pas perçus de la même manière selon qu'on s'adresse à des gens en Asie, au Moyen-Orient ou en Amérique latine. Donc la première chose à définir quand on veut détecter les stéréotypes, c'est quelle est notre éthique, quel est notre système de valeurs, et puis quelles sont les sous-populations. L'éthique correspond à une société donnée, société au sens géographique, culturel, et même société au sens entreprise. C'est une entreprise, une communauté a sa propre éthique, c'est une capacité à répondre à des problèmes de conciliation d'objectifs. Exactement, donc c'est une population qui est rassemblée par un ensemble de valeurs. Et si on n'a pas défini ça en avant, on risque de chasser un peu tout et n'importe quoi et de pas être très précis dans nos résultats. J'ai une question pour toi qui n'était pas prévue mais qui est intéressante. Je suis sûr qu'elle te plaira. Sur l'explicabilité, on comprend toujours pas comment fonctionnent les réseaux de neurones qui sont à la base des LLM. N'est-ce pas un problème ? La boîte noire. Ah ben si, c'est clairement un problème. Alors, c'est un des premiers problèmes avec les hallucinations, les stéréotypes premier procès qu'on a intenté à ChatGPT qui disait non seulement n'importe quoi, non seulement des stéréotypes, mais en plus sans se citer sur une source de vérité opposable. Bon, ça c'est le vrai problème. Alors aujourd'hui, la solution qui est le plus déployée chez nos clients et on les déploie à nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle les moteurs de recherche augmenté par génération, c'est-à-dire plutôt que de laisser le modèle phosphorer sur la base de cette connaissance opaque auquel personne n'a accès, on va lui dire attention, sois beaucoup plus précis, voici une liste de documents, potentiellement des documents d'entreprise, qui contiennent la vérité de l'entreprise, ça peut être des procès-verbaux du CSE, ça peut être des déclarations dans la presse, etc. Mais ça, c'est la vérité de l'entreprise. Et par rapport à cette vérité-là, quelles sont les sources qui permettent de... On inverse l'usage. On fait taper le LLM dans une base de connaissances déjà existante. C'est le fameux RAG, c'est ça pour les dîners en ville ? C'est le fameux RAG dans lequel, en fait, on a détourné le LLM pour qu'il se branche directement sur une base de connaissances maîtrisée. Retrieval Augmented Generation. Exactement. Yes. Et alors, c'est une très bonne transition avec le problème suivant, parce que finalement, on parle de contexte, on parle d'un contexte aussi de société, mais on a même des cas de figure où les LLM vont avoir des problèmes graves de pertinence, je dirais même de non-pertinence, voire d'impertinence par rapport à la société qui la met en service et même vis-à-vis des utilisateurs du LLM. Oui, on peut même parler d'insolence à ce stade. Vous avez peut-être vu cette nouvelle la dernière fois, c'était il y a quelques jours, mais le chatbot corporate de DPD, donc cette entreprise de transport multinationale, a été détourné par un utilisateur un peu astucieux, mais qui n'est pas non plus un hacker professionnel. Il a juste posé 2-3 questions un peu orientées, et le résultat, c'est qu'au final, il a réussi à faire dire au chatbot corporate de DPD que c'était la pire entreprise de livraison au monde, et qu'en aucun cas, le chatbot ne recommanderait cette entreprise. Donc c'est peut-être vrai, on n'en sait rien. Et on n'est pas en train de dire c'est une hallucination ou quoi, on n'est pas en train de dire que c'est un stéréotype, on est juste en train de dire que ce n'est pas la fonction première de ce chatbot que de dénigrer l'entreprise qu'il a créée. Et donc, on est juste à côté de la plaque de son usage. Donc, pour détecter ça, c'est juste une opposition entre les résultats du LLM et l'intention
de son concepteur. Et c'est vrai que le concepteur, parce que c'est une boîte noire, ne maîtrise pas exactement tous les résultats de ce produit. Et donc, il peut y avoir une contradiction entre l'intention première et le résultat. Alors, moi, j'aimerais bien vous garder pendant des heures, parce que je n'ai pas épuisé tous mes sujets. Avant que vous partiez, parce qu'on est un peu court en temps, et j'aimerais bien que vous nous présentiez la solution. C'est un logiciel que vous avez développé, historiquement chez Quantmetry, pour stratifier les modèles, faire un peu ce qu'Isabelle décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire les positionner en termes de niveau de risque et puis déployer les solutions technologiques qui permettent de les auditer. Oui, comment ça marche? Alors, en fait, donc on est parti du principe que tous ces risques, il faut les monitorer. Et non seulement il faut les monitorer, mais il faut aussi définir des protocoles d'évaluation. Donc ce qu'on a fait chez Quantmetry, c'est qu'on a développé une plateforme digitale qui va permettre déjà de faire une évaluation des risques du cas d'usage, parce que c'est la première porte d'entrée quand on va demain regarder la conformité par rapport à l'AI Act. Et puis, en fonction de ce niveau de risque, on va être capable aussi d'auditer un certain nombre de points techniques, opérationnels. C'est ce qu'on voit à l'écran. Donc, vous voyez la plateforme, on va rentrer dans les cas d'usage et ensuite, on va aller travailler, par exemple, sur la robustesse. On va travailler sur la performance du modèle. On va travailler sur l'analyse de biais. Mais on va aussi travailler sur l'analyse des dérives, puisque un modèle peut être très, très bon à son lancement et puis lentement dérivé parce que les données d'entrée dérivent et se retrouver au bout de 6 mois complètement sous-performant. Et donc, c'est un certain nombre de ces fonctions et de ces problématiques très techniques dont on a implémenté, pour lesquelles on a implémenté des modules de contrôle. Il faut comprendre que tout ne peut pas s'automatiser aussi. Il faut être assez transparent. Il y a beaucoup de choses qui vont être soit semi-automatiques, soit qui vont nécessiter même un contrôle humain. On parle beaucoup du reinforcement learning grâce au feedback humain. Et on est en plein dedans, c'est-à-dire que c'est un travail entre la machine et l'homme aussi pour pouvoir identifier les dérives et les pertes de performance du modèle. Donc voilà, donc cette plateforme super vache pour toi, mais avant ça, juste réexpliquer ce qu'est la plateforme. C'est pas compliqué à déployer. C'est une sorte de guide, c'est une façon de sécuriser la mise en conformité en fait de l'ensemble de votre parc d'algorithmes. Et on la voit pas, on n'a pas le temps de la montrer en pratique, mais si vous voulez qu'on vienne vous la présenter, on sera ravis de le faire. Question vache. Sur les œufs de mouton. Une question vache sur les œufs de mouton. Sur les œufs de mouton. ChatGPT 3.5 se plante, mais pas ChatGPT 4. Pourquoi ? Je suis pas d'accord avec la prémisse. En fait, quand on dit qu'il ne se trompe pas, moi j'attends une mesure. D'accord ? Et donc il faut maintenant être clair et rigoureux sur qu'est-ce que c'est qu'un protocole d'évaluation, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer. Tout à l'heure, on parlait des hallucinations. Ça tombe bien, c'est mon cœur de travail en ce moment. Comment compter, localiser et obtenir des métriques sur les taux d'hallucination. Moi, je ne crois que ce que je vois. Donc, quand on me présentera un protocole d'évaluation avec des nombres et que je verrai la barre descendre, je prendrai ça pour un argent comptant. Donnez-moi avec un peu d'ail et un peu de sel, les œufs de mouton en omelette, ça me va très très bien.